les militants ont leur point de vue à donner. On a souvent tendance à minimiser et sous-estimer les militants en Côte d'Ivoire. On dit que ce sont des gens qui agissent par émotion. Et on a l'impression que ceux qui sont en haut sont des gens qui sont assez pragmatiques. Ce sont ces personnes pragmatiques-là qui nous mettent dans les problèmes aujourd'hui. Donc, qu'Emmanuel Aka ait fauté et que le communiqué ait fait sortir les militants du PPACI et qu'on ait écouté les militants du PPACI, c'est une très bonne chose. Parce qu'au moins, là, ces gens-là, ils veulent continuer avec le quatrième mandat illégal. Emmanuel Aka, là, ils veulent continuer. il parle à Laurent Gbagbo. Ce qu'il est venu dire sur le plateau, ce qu'il est venu dire sur le plateau de Dina Sera, c'est ce que Laurent Gbagbo pense, c'est-à-dire discuter avec Alassane Ouattara. D'accord, ok. Maintenant, comme M. Laurent Gbagbo pense discuter avec Alassane Ouattara, M. Laurent Gbagbo aussi a écouté les militants. Il a dit ma parole n'est pas prédominante par rapport à celle de mes militants. Vous avez pour habitude de dire que Laurent Gbagbo est traité comme un gourou ici. C'est vous qui dites que quand Laurent Gbagbo décide, personne ne dit mot, tout le monde le suit. Pour une fois, c'est le contraire, vous vous plaignez. Qu'est-ce que vous voulez? En fin de compte, il y a certains Ivoiriens qui veulent que tout le monde soit d'accord avec le quatrième mandat illégal d'Alassane Ouattara. Et je dis, le parti qui veut que le parti, que ce mandat-là ne soit pas légal, il le décide. Si vous voulez, allez-y danser avec Ouattara. Les autres, ceux qui ne veulent pas danser, ils vont continuer dans la dynamique. Pourquoi vous voulez que les autres suivent forcément? Et ces gens-là qui sont des gens de gauche, qui soutiennent un pouvoir de droite, celui d'Alassane Ouattara, exactement comme fait Jean-Paul Aureau, qu'est-ce que le parti de gauche, qu'est-ce que le parti de gauche, le PPACI, le parti de gauche ivoirien va faire dans cette galère? Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro en compagnie de nos chroniqueurs. Bonsoir, Président Jean-Paul Aureau. Bonsoir, Carlil. Bonsoir, Insa. Bonsoir, Carlil. Merci, Insa. Merci de m'avoir remplacé dignement lors de mon séjour à Brazzaville. C'est moi qui te remercie, c'est l'esprit familial de la bande. Et il y a une surprise pour les téléspectateurs, on dira ça très bientôt. Bonsoir, Norbert. Bonsoir, Carlil. Débutons avec l'actualité au Burkina Faso, messieurs. Accusé d'être le cerveau de plusieurs tentatives de coup d'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été arrêté au Togo. Il était en exil et expulsé. Insa, comment sommes-nous arrivés là? Bon, écoutez, moi je dirais que c'est l'aboutissement d'un très long... une très longue histoire, une très longue péripétie, parce que plusieurs personnes déjà indiquaient que l'ex-chef d'État, M. Sandaogo Damiba, était au Togo et était gênant pour la stabilité en fait de l'État burkinabé. Parce que plusieurs tentatives qui ont échoué indiquaient qu'il était soit le cerveau ou même l'un des participants. Donc sa situation, sa localisation géographique étant au Togo, il était tout à fait normal que le Togo, qui est un pays voisin au Burkina, puisse, bien évidemment avec des éléments à l'appui, en fait le rendre au Burkina Faso. Mais ça mettait aussi, lors de notre précédente émission où je présentais, ça mettait aussi un petit peu le Togo dans une posture assez délicate. Est-ce que le Togo coopérerait avec l'État burkinabé? Est-ce que le Togo jouerait un jeu trouble? Ça donnerait un jeu trouble où M. Damiba était un élément de pression sur l'État burkinabé. C'était assez intéressant, toutes les différentes analyses. Bon, aujourd'hui, il s'avère que M. Sandaogo Damiba est rentré à bord d'un jet privé, hier, je crois, dans la matinée, à Ouagadougou. Donc, il ne suffit pas maintenant, aujourd'hui, d'avoir M. Damiba. Il faudra que M. Damiba s'explique, et surtout, parce que comme on n'a pas pour habitude en Afrique, il faudra aussi que des éléments de preuve, au-delà de tout ce qui a été donné comme narratif, des éléments de preuve soient apportés en ce qui concerne cette exfiltration et cette accusation. Voilà. J'avais vu qu'il avait même été jugé à Lomé pour tentative de déstabilisation. Oui. Mais de façon, ça a été très rapide. Ça a été parce que dans le document, l'élément d'Africa Intelligence, ils ont fait part en fait d'accord d'un procès qui a été rapide, et en plus ils n'ont pas sous-entendu qu'il serait exfiltré vers Ouagadougou. Justement, voilà, on a fait croire qu'il serait retourné chez lui, et en fin de compte, il a été mis dans un... Donc c'est une procédure qui est assez étrange, mais bon, on n'aura plus d'éclaircissements. Non, ce n'est pas une procédure étrange. Dans tous les pays du monde, en fait, lorsque un pays t'accorde le gîte et le couvert, c'est-à-dire l'exil, en tant qu'exilé ou réfugié,
tu n'as pas le droit d'intenter ou bien d'avoir une action, je pourrais, déstabilisatrice en l'endroit de ton pays d'origine. Tout à fait. Donc, ce procès, qu'on parle de procès expéditif, en réalité, c'est une procédure pour indiquer une charge ou bien une raison pour laquelle ce pays ne t'accorde plus sa protection et te rend... Ce n'était pas un procès parce que dans un procès, il y a la partie où on doit se défendre. C'est là, je crois que c'est certainement que le Togo a signifié à Sandaogo Damiba les raisons pour lesquelles il ne lui accordait plus l'asile politique. Mais je reste encore prudent sur cette affaire-là parce que les autorités burkinabées ont énormément médiatisé cette tentative de coup d'État, mais ils ont été discrets sur le retour de Damiba, sur l'extradition de Damiba. Franchement, peut-être que c'est moi qui n'ai pas eu les bons réseaux, mais je n'ai pas vu d'image de son retour au Burkina. C'est un média, c'est un journaliste sur le compte Twitter qui ont annoncé cela. Donc pour moi aujourd'hui, je me pose la question de savoir pourquoi le régime de Ouagadougou communique tant. Ils ont communiqué tout azimut sur qui a fait quoi, qui a fait ceci, qui a fait cela. Et puis le présumé, je pourrais dire cerveau de ce coup d'État qui a échoué, son arrestation et son extradition au pays des hommes intègres passe, je pourrais dire, sous les radars. Bon, je m'inquiète un peu, ou du moins, je regarde les choses avec beaucoup de prudence et savoir, bon, pour l'instant, on n'a peut-être qu'à 24 heures de ces événements-là, peut-être que la suite me donnera tort, mais je reste encore dubitatif sur toute cette affaire depuis le début. Est-ce que ce n'était pas une volonté pour Ibrahim Traoré en réalité de récupérer quelqu'un, un de ses compatriotes qui était gênant pour son régime et qui était à côté de lui et à quelques enjambées de Ouagadougou. Bon, moi je pense que peut-être certainement dans les prochaines heures, nous serons, en tout cas pour l'instant, là où nous sommes en train d'enregistrer cette émission-là, je reste encore dubitatif. Après, il faut préciser que ce n'est pas la première fois que M. Damiba est mis en cause. Déjà en 2024, on l'accusait d'avoir piloté le volet militaire d'un vaste complot dont le natif était là encore de renverser le pouvoir d'Ibrahim Traoré. Enfin, je dirais même, finalement, il a un peu cherché Damiba. Depuis le départ, en fait. Depuis le départ. Damiba à la tête du Burkina Faso, on s'était déjà posé beaucoup de questions à l'époque. Et quand il y a eu le coup d'État dans le coup d'État, que Ibrahim Traoré l'a renversé, les questions ont été ravivées. Ce qui vient de se passer les ravive encore, c'est-à-dire qui est vraiment cet homme-là. Je voudrais quand même faire deux petites parenthèses rapides, après avoir dit que personnellement, mais ça tout le monde s'en fiche, ça, je veux bien croire que je suis contre la peine de mort. Je trouve que ce qui vient de se passer, c'est un immense succès diplomatique pour le Burkina Faso. Et puis troisième petite parenthèse, quel rôle a joué la Côte d'Ivoire dans cette affaire? Ça m'intéresse beaucoup. Quant au Togo, voilà ce qui se passe quand on veut continuer à jouer les messieurs bons offices. Faure Gnassingbé se veut le facilitateur, le médiateur, dans un rôle qui est assez connu en Afrique de l'Ouest, le facilitateur d'un dialogue avec trois pays qui ont défroqué, qui ont rompu leurs liens avec l'ancienne puissance coloniale, les trois pays de l'AES. Il était dans une situation intenable, donc sans état d'âme aucun. On peut dire qu'il a sacrifié Damiba. J'espère qu'il ne l'a pas envoyé à la mort, quoi. C'est tout, parce que on ne peut souhaiter ça à personne. Effectivement, sur le rôle qu'aurait joué la Côte d'Ivoire, vous avez fait une très belle émission ici, vous avez essayé de décortiquer un peu cette séquence. Mais encore une fois, depuis ça, Abidjan est accusé de soutenir cette initiative. En fait, ce qui est intéressant sur cette partie, il faut savoir quelque chose. Il y a un point qu'il faut relever, la posture du Togo.
parce que le Togo était dans une posture assez délicate. Est-ce qu'on a des éléments qui seraient dans un pays et qui déstabiliseraient, qui seraient même susceptibles de déstabiliser? Ce n'est pas une exclusivité. Hein. En Côte d'Ivoire aussi, vous avez l'un des représentants de l'ANR, qui est l'Agence nationale du renseignement burkinabé, l'équivalent en fait d'accord de la DGSE ou DGSI française, qui est en Côte d'Ivoire. On a des cerveaux aussi de l'armée burkinabé qui sont actuellement en exil en Côte d'Ivoire. Il y a eu des pourparlers entre M. Ténébirima Ouattara, ministre de la Défense de l'époque, avec M. Kassoum Koulibaly. Il y a eu des échanges sur le sol burkinabé à ce sujet pour qu'on puisse exfiltrer, rapatrier ces éléments-là, ces personnes-là. Jusqu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas répondu favorablement. Et d'accord, dans certaines histoires, comme le président Jean-Paul Aureau disait, avec ses différents coups d'État à caractère rocambolesque, hein, quelle que soit la posture dans laquelle on se trouve, il y a certaines personnes qui ont des accointances qui sont en Côte d'Ivoire. L'une des parties du financement pour cette tentative de putsch qui a été ultra médiatisée, on disait qu'il y avait une provenance en ce qui concerne des fonds de 70 millions, si je ne m'abuse, en provenance de Côte d'Ivoire. Donc, remarquez que dans le dernier papier d'Africa Intelligence, on souligne véritablement la Côte d'Ivoire. Donc, sur le plan diplomatique et sous-régional, le Togo tient une posture qui est pour moi aujourd'hui claire. Parce qu'on a toujours dit, le Togo essaie toujours d'être à l'équilibre entre la CEDEAO et voilà, et les pays de l'AES. Ah, ouais. Mais là, aujourd'hui, on voit véritablement, il ne s'agit même pas en fait d'accord de M. Damiba en résidence surveillée. M. Damiba a été exfiltré en catimini. Même s'il n'a pas respecté toutes les mesures d'asile et autres, il y en a d'autres qui se comportent ainsi, qui ne sont pas exfiltrés vers leur pays d'origine. Dixit, la Côte d'Ivoire. Opposants maliens qui tiennent des discours même de non-reconnaissance de l'État malien à distance. Hein, c'est des déclarations verbales qui sont filmées et tout de putsch. On a eu des opposants aussi, des proches d'Ibeka qui sont aussi à Abidjan. Qui sont... Bon, voilà, donc en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'exfiltre pas forcément ces gens-là. Ces gens-là mènent, exercent. Mais dans le cas du Togo, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le Togo a tranché. C'est pour ça que ça a surpris tout le monde. Nous, en tout cas, moi, en l'occurrence, j'étais vraiment surpris. J'étais vraiment surpris. Et puis, avec le tweet de Serge Daniel et tout, on a vu véritablement que c'est une nouvelle qui nous a surpris. Parce que le Togo, jusque-là, faisait la sourde oreille. Maintenant, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il faudra attendre. Parce que Damiba, pour moi, est un gros morceau. Il n'est pas seulement quelqu'un qui va déstabiliser. On sait que Damiba s'entendait très bien avec le régime d'Abidjan. Hein. En tant que putschiste, comme le président Jean-Paul Aureau le dit, c'était l'un en tout cas qui venait, qui était reçu à Abidjan et dont le président Ouattara échangeait avec lui. Donc, je pense que cette affaire-là, c'est une nébuleuse qui va nous révéler de nombreuses surprises. Mais pour l'instant, soyons prudents et je ne peux pas indexer du doigt Abidjan, clairement, si je n'ai pas d'éléments de preuve. C'est vrai qu'on attend donc les révélations de M. Damiba. Exactement. Est-ce qu'ils vont me faire un procès spectacle à la guinéenne et tout, pour qu'on voit ce qu'il en est, voilà. En même temps, par ce geste, moi, je pense que le Faure Gnassingbé est en train de montrer aussi, d'une certaine manière, à ses homologues ouest-africains. Merci. C'est un risque quand même. Hein, il est en train de leur montrer qu'en réalité, voilà comment on gère. On ne peut pas abriter quelqu'un qui menace la sécurité ou la stabilité politique d'un pays voisin et puis être à l'aise. Bon, je pense qu'au-delà, il faudrait que cette CEDEAO, ou du moins cette union que nous sommes en train de construire en Afrique de l'Ouest, soit au-delà de l'union des peuples. Il faut que les États aient des règles pour que on puisse sortir de ce cercle vicieux de coups d'État à un point fini. C'est parce que d'autres hébergent, nourrissent et habillent, financent les adversaires des autres, surtout dans une logique de faire des coups d'État qu'on n'en finit pas. Aujourd'hui, bon, je présume que Ibrahim Traoré a gagné son coup avec Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé aussi, dans cette opération, aussi a gagné la confiance de Ibrahim Traoré. Exactement. Et puis, certainement, les autres pays seront, d'une manière de l'AES, sont rassurés. Bon, ce n'est étonnant pour personne. Tout le monde savait que Faure Gnassingbé était AES compatible. C'est sa position au sein de la CEDEAO qui devenait un peu ambiguë. Il n'assistait même plus au sommet. Non, même pas. Donc tout ça là nous montre qu'en réalité, il faut que les pays de l'Afrique de l'Ouest, au-delà des organisations auxquelles ils appartiennent, créent des relations de confiance. Ouais. Et ce genre de geste-là, moi, je pense que ça participe. Mais quand on est président d'un pays de la CEDEAO et qu'on voit ce que le président Faure vient de faire, qu'est-ce qu'on peut se dire finalement? Mais Norbert, tu permets? Juste un petit point. Alors, regardez, si vous regardez même au niveau de l'effectif, des effectifs militaires, en termes d'intervention, le Togo, dans l'histoire de la création de la CEDEAO de 1975, il y a toujours eu un contingent togolais.
au sein, d'accord, que ce soit même au sein de l'Ecomog, au Libéria, même en Côte d'Ivoire, hein, il y a toujours un contingent togolais. Ils ont une bonne réputation d'avoir des très bons commandos, hein, parachutistes. Mais la dernière tentative de coup d'État au Bénin, il y a une force, d'accord, de la CEDEAO d'interposition qui en fait partie. J'étais même surpris de regarder dans la liste des pays qui devaient y participer, là, le Togo qui n'était pas mentionné. J'étais choqué, j'ai dit, pour une fois, le Togo n'est pas mentionné. On peut dire, bon, c'est un choix stratégique, mais on n'a même pas entendu M. Faure-Gnassingbé Eyadema s'exprimer à ce sujet-là. On a même encore pointé du doigt qui, M. Bukungu de Debomaf, d'accord, avec un avion d'Élise Aviation qui aurait en fait pris l'officier qui a effectué la tentative. Il y a eu un démenti par la suite. Tigri Pascal. Ouais, monsieur Tigri Pascal, j'avais un peu oublié. Mais il y a eu un démenti de la part du groupe voilà, des Bomaf, de monsieur Bukungu. Mais je vais dire quoi? Là, aujourd'hui, le Togo tranche véritablement dans cette situation. On ne se rend pas compte parce qu'on a une situation ambiguë. Faure-Gnassingbé, par les habitants togolais, une bonne frange de la population togolaise qui dit c'est un dictateur, voilà, c'est un pouvoir qu'elle a depuis fort longtemps. On l'entend souvent maintenant sur des relents à caractère, entre guillemets, panafricaniste, un lien avec, bah oui, un lien avec même vos homologues d'une chaîne que j'ai pas envie de citer, qui sont l'équivalent d'Afrique Média de l'époque, qui font des émissions à ce caractère. Rappelons-nous aussi qu'il y a eu un congrès des panafricains qui a été fait à Lomé, je crois dans la même semaine même que la tentative de coup d'État. Donc il y a plein d'éléments qui font qu'aujourd'hui, la posture du Togo était ambiguë. Mais avec cet élément-là et cet acte-là, c'est une façon de trancher clairement. Et le président Jean-Paul Aura dit quelque chose de très important, parce qu'aujourd'hui, avoir ton adversaire peut être un élément de force pour moi, d'accord, pour pouvoir peser sur toi. Et c'est ce que les gens sont en train de faire. Donc on assiste à cette partie de poker, mais qui nous donne clairement une des postures qui sont plus tranchées. On va dire qu'aujourd'hui, Faure-Gnassingbé Eyadema est AES compatible, même si on avait des doutes. Il est AES compatible et on verra ce qu'il en sera pour la suite. Merci. Il est quand même assez brillant, je dirais, ce monsieur, parce que Stratège. charité bien ordonnée commence par soi-même. Stratège. Enfin, chez lui, à la maison, je ne crois pas que les choses soient aussi rayonnantes. Ah ouais. Mais il arrive à envoyer un message diplomatique assez fort. Hein. Enfin, expliquez-moi hein, comment il fonctionne. C'est une diplomatie, je dirais, Entre la de diplomatie, crabe, comme dirait le président. entre la diplomatie et la démocratie interne, c'est deux choses différentes. Pour l'instant, je pense que ce petit pays est en train au plan international, sous-régional, est en train de s'épaissir réellement. C'est ce que Faure-Gnassingbé est en train de réussir, c'est ce que d'une certaine façon son défunt père Gnassingbé Eyadema était dans la sous-région. Atomblan l'a expliqué tout à l'heure, tout le monde se souvient encore de ces commandos togolais qui étaient de vrais soldats avec un physique assez particulier qui intervenaient très souvent dans la sous-région lorsqu'il y avait des tentatives de coup d'État où il fallait mettre, si on peut utiliser cette expression, mettre de l'ordre. Pour moi, c'est ce que je retiens. Je me dis que le leadership de Faure-Gnassingbé est en train de gagner du terrain, pas seulement sur le territoire ouest africain, mais aussi dans l'esprit des jeunes Africains qui épousent, je pourrais dire, les nouvelles doctrines panafricaines. Je rappelle qu'il est médiateur de l'Union africaine, notamment dans le cadre de la crise dans l'est de la RDC. Norbert, vous avez parlé tout à l'heure vous avez fait référence à la peine de mort. Je ne sais pas si c'est... Oui, c'est une position personnelle. C'est pour parler de la suite de M. Damimba ou... Bah, bien sûr, il risque la sentence suprême. La loi a été changée récemment et c'est un peu ça, quoi. Et donc, ce grand humaniste de Faure-Gnassingbé vient peut-être d'envoyer Damiba à la mort. J'aime bien aimer le prêchi-prêcha du président, avis des journalistes ivoiriens de France et de sa proche banlieue parisienne, mais j'ai bien aimé aussi l'hommage appuyé rendu à Faure-Gnassingbé. Je ne sais pas très bien ce que ça vient faire dans tout ça, alors qu'en réalité, je ne pense pas qu'il avait le choix. Ça fait
Ça fait combien de temps que ça dure? Ça faisait combien de temps que Damiba était à Lomé? Ça faisait combien de temps que le Burkina l'accusait de tentative de coup d'État? Et s'il y a vraiment eu une tentative de coup d'État, c'est-à-dire si les détails qu'on nous a révélés, à savoir qu'il s'agissait d'assassiner purement et simplement Ibé, de miner sa maison, enfin c'était des détails vraiment très, très inquiétants. Qu'est-ce que vous voulez que Faure Gnassingbé fasse dans des circonstances pareilles? S'il l'a fait, c'est qu'il ne pouvait pas faire autrement. Voilà. Donc rendre hommage à un homme qui était contraint, bah, je comprends pas. Moi, franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Maintenant, revenons à nos moutons. Quid de la Côte d'Ivoire? Quid de la Côte d'Ivoire, qui est clairement, nettement, précisément, depuis maintenant suffisamment longtemps, accusée par les autorités de Ouagadougou d'abriter une 5e colonne qui veut la faire tomber. On est dans une situation de tension considérable. Et moi, ça m'intéresse énormément, ce dossier, parce que ça peut très mal se terminer. Abidjan n'a pas encore réagi à ce sujet. Bon, c'est vrai que... Vas-y. Il serait quand même étrange qu'Abidjan, en fait, d'accord, réagisse là maintenant. Moi, je pense qu'il est préférable, en fait, pour Abidjan d'abord d'ignorer pour l'instant, d'accord, tant qu'il n'y a pas de déclaration, parce qu'on se base aussi sur un élément de presse, d'accord, que je ne citerai pas. Maintenant, quand il y aura une présentation, quand on mettra les pieds dans le plat, véritablement, je pense qu'il y aura les éléments qui seront présentés. En ce qui concerne une implication d'un réseau entre Damiba au Togo et aussi Abidjan. J'aimerais revenir sur un point intéressant. Quand on parlait de la politique en fait même étrangère du Togo, il faut effectivement saluer le travail de Robert Dussé. Robert Dussé, en fait, ministre des Affaires étrangères, qui était celui-là même déjà, je pense qu'il y a de cela 2 ans, qui avait prononcé devant le Conseil des Nations Unies une volonté d'un Togo en fait qui ne serait pas en fait sur un alignement quelconque. D'accord, un Togo aujourd'hui qui sera ouvert et qui choisirait ses opportunités, mais pour un relan véritablement du continent africain, un relan à caractère panafricaniste. Donc je pense qu'ils sont dans cette dynamique-là. Et aujourd'hui, le Togo sait qu'il est important aussi, il est un maillon aussi important pour la France. Ça, faut pas l'ignorer. Le Togo sait qu'il est un maillon important. Et comment Paris observe un peu tout ça, à votre avis? Paris observe avec un certain recul parce qu'il y a une pression. C'est ce que je disais, la pression interne et intérieure qui demande à ce que les droits de l'homme soient respectés, qu'il y ait une vie démocratique dynamique togolaise. Aujourd'hui, Paris tient beaucoup ce discours-là. Mais de l'autre côté, puisque M. Faure Gnassingbé, il sait qu'il peut peser, d'accord, il peut peser sur la balance. Par rapport à cela, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une signature d'accord d'un accord, pas un accord de défense, mais il y a une convention militaire qui a été faite entre Moscou et Lomé il y a à peu près 1 an. Donc, on essaie de tirer sur les ficelles, de jouer avec les partenaires. Mais c'est vrai que le Togo est à cheval sur cette zone AES, est à cheval aussi, c'est un pays frontalier aussi au Bénin. Et je pense que c'est tout bénéf pour la zone béninoise de s'entendre, d'accord, d'avoir une sorte de tranquillité, de pacificité avec le Togo. Et c'est tout bénéf aussi économiquement. Et c'est tout bénéf, bien évidemment, aussi pour l'image et l'ossature de Faure Gnassingbé avec les pays de l'AES. Donc il joue un peu, je peux terminer, c'est un peu du Paul Biya bis. C'est-à-dire Paul Biya, à un moment, on parlait de Paul Biya comme un panafricain avec les relais des médias que vous connaissez. J'ai pas envie de faire publicité gratuite. Il faut qu'il paie. Voilà, publicité gratuite. Mais beaucoup de jeunes, comme il le disait, beaucoup de jeunes parlaient de Paul Biya en tant que panafricain. Et il y avait en fait ce paradoxe-là entre un Paul Biya panafricain, mais à l'intérieur du Cameroun, certains Camerounais pleuraient parce qu'ils disaient qu'ils ne pouvaient pas avoir une vie politique dynamique, Donc, je pense que c'est une stratégie qui est intéressante. Et, pour moi, sur cet aspect-là, parlant de Paris, moi je pense que Paris n'a pas envie de fâcher le Togo. Paris est plutôt plus dans une logique un peu. Le Togo n'est pas je pourrais dire, ne reprend pas un intérêt économique pour la France, mais plutôt géostratégique. Il est encore important pour la France, toute la côte, tout le golfe de Guinée, d'être présent dans cette zone-là. Pour l'instant, ils ont Conakry, ils ont Abidjan, Accra c'est garanti, Cotonou pareil, le Togo pareil, le Nigeria bon ça va, le Cameroun ça va. Donc pour l'instant je pourrais dire toute cette partie du golfe de Guinée est dans la nasse de la France du point de vue géostratégique. Donc la France n'a aucun intérêt à se fâcher
avec le régime togolais, en tout cas pour l'instant, quels que soient les accords signés avec les autres pays, avec la Russie et autres, ça ne change pas leur position quant à la gestion interne du Togo ou de la gestion sous-régionale, tant que pour l'instant le Togo n'a pas encore, ou le régime togolais n'a pas encore menacé la présence française dans cette partie, je pourrais dire, du Golfe de Guinée. Merci beaucoup, monsieur. On va parler du second sujet en Côte d'Ivoire cette fois-ci, où on a eu une déclaration de monsieur Emmanuel Akka, directeur des cabinets de Laurent Gbagbo. Je vais essayer de reprendre certains verbatim. Il me dit dans cette interview chez nos confrères de 7info, nous avons bien l'intention d'approcher les autorités, pas dans un esprit de confrontation, mais pour qu'ensemble, on regarde et on voit ce qu'il y a de plus important pour notre pays. Il va plus loin, il dit nous sommes aujourd'hui devant le fait accompli. On ne va pas mettre la Côte d'Ivoire en guerre pour cela. Le président Ouattara, de fait, exerce le pouvoir. Je ne vois pas quel moyen, sauf une insurrection, ce qui n'est pas dans notre ADN, on pourra changer cette situation. Président Jean-Paul Auroux, vous avez longtemps parlé sur ce plateau de cette position, de ce choix stratégique du PPACI. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de revirement de ce parti? Il n'y a pas de revirement, c'est l'aboutissement de tout le projet qu'ils avaient fait, c'est-à-dire accompagner le président Alassane Ouattara et le RHDP, leur offrir un boulevard à la présidentielle et leur offrir aussi un boulevard aux législatives. Je n'arrive pas à comprendre que pendant des mois, des semaines, on nous a fait croire, ou on nous a dit qu'on va lutter, on n'abandonnera jamais. Je me souviens encore de cette phrase de Laurent Gbagbo lors de la signature du fameux accord qui crée le Front commun. Je n'abandonnerai jamais le combat contre le 4e mandat. Ouais. C'est un abandon à votre avis? Au thème de... Mais clairement, clairement, je ne peux pas comprendre. Moi, j'étais ici, sur ce plateau. Je l'ai dit, j'ai dit, quand Laurent Gbagbo annonce qu'il ne va pas abandonner le combat contre le 4e mandat, et quand il crée l'île pour l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion, j'ai posé la question ici, j'ai dit, mais s'il crée l'île pour là, il ne reconnaît pas les autorités qui sont là. C'est avec qui ils vont parler? C'est avec qui? La signature, là, celle qui va signer pour poser, pour dire, bon, libérer les détenus ou prisonniers issus de la crise lors de la présidentielle, là. Cette signature-là, si tu ne reconnais pas une autorité, tu ne reconnais pas sa signature et tu ne reconnais pas ses effets. C'est dans quoi on a envoyé les Ivoiriens. Et puis aujourd'hui, on va venir dire, notre position n'a pas changé. C'est quoi la position? C'est qu'on ne reconnaît pas ces autorités-là. Oui. Mais on va discuter avec elles. Parce que ce sont les autorités de fait. Mais tu ne reconnais pas quelqu'un et puis tu vas reconnaître sa signature qui va libérer les gens. C'est quoi ça là? On n'a qu'à sortir de ce genre de choses-là. Sortons véritablement de ce genre de choses. Et puis, franchement, moi je pense que la Côte d'Ivoire... tu vas te rendre malade. Tu vas te rendre malade. Tu es déjà malade. Tu vas te rendre malade. Tu ne vas pas m'empêcher de dire ça. Je le dis ici depuis toujours. Vous savez, j'ai toujours été peiné. Le 8 décembre, on a fait une émission ici. Après la cérémonie d'investiture. C'est là le fameux premier courrier de Laurent Gbagbo est sorti disant, bon, la seule chose qui motivait ce courrier-là, c'était pour dire non. Parce qu'il y avait une polémique qui s'est déclarée sur son épouse qui disait qu'elle était partisane de allons aux élections sans le désarmement. Ce courrier-là, le vrai pilier central de ce courrier, c'était de dire non, ma femme n'a rien à voir dedans. Je suis allé aux élections sans le désarmement parce que j'étais sous pression de l'ONU et des partis de l'opposition. Et à la suite de ça, il a sorti, le président Laurent Gbagbo a sorti qu'il allait instruire son avocat, Maître Atit, pour rester auprès de la CPI. Nous savions, nous tous, que Maître Atit n'avait aucune vocation, mais n'avait aucune, pour rester auprès de la justice pour le président Laurent Gbagbo. Et quelque temps après, ça crée une polémique. Laurent Gbagbo a envoyé son parti politique cette fois pour venir essayer de remblayer. On a vu ce que ça donnait. Cette fois-ci, il envoie son directeur de cabinet à titre personnel, c'est-à-dire ça c'est Laurent Gbagbo qui parle.
son directeur de cabinet finit de parler, ça crée encore une autre polémique parce que les Ivoiriens... Deux communiqués qu'on suivi derrière. Une vraie confusion. On ne peut pas dire je ne reconnais pas telle autorité et après demander à l'autorité d'user de son autorité pour libérer des gens. Ça là encore, ça crée la confusion. Laurent Gbagbo maintenant envoie son parti qui produit un communiqué. Ceci crée un contre-feu pour pouvoir sauver ce que l'ambassadeur Emmanuel Aka a dit. On se dit, franchement, il faudrait qu'on sorte ça là. La Côte d'Ivoire ne va pas rester dans ce genre de choses. Il y a eu un scandale, il y a eu une polémique de faux concours ou bien de concours fantômes qui sont passés dans ce pays-là. On n'a pas vu un seul parti politique, surtout de l'opposition, sortir pour le décrire ou le dénoncer. Mais quand il s'agit de petits arrangements politiques, là, on est capable de prolixe en termes de communiquer. Merci beaucoup. Alors, moi, c'est intéressant, en fait. C'est intéressant. J'ai aussi écouté avec beaucoup d'attention l'analyse de notre président. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre, en fait. Pourquoi voulez-vous forcément que tous les partis politiques en Côte d'Ivoire acceptent ce 4e mandat illégal? Ça, c'est une question, je n'arrive pas à comprendre. Maintenant, je vais aller sur quelque chose. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il est possible que, d'accord, un parti politique puisse ne pas reconnaître un pouvoir et solliciter une demande de ce pouvoir qu'il ne reconnaît pas? Oui, Alassane Ouattara l'a fait. Je vous donne un exemple. 2001, Forum de la réconciliation nationale qui a eu lieu d'octobre à décembre. Monsieur Fani Ibrahima, maire, d'accord, RDR de l'époque, connaissance du président Laurent Gbagbo, va voir le président Laurent Gbagbo pour qu'il puisse intervenir sur la signature du certificat, l'établissement du certificat de nationalité de M. Alassane Dramane Ouattara. M. Laurent Gbagbo, lors du discours, d'accord, de son discours pendant le forum, il a dit, j'ai dit à mon ami Brahima, je ne suis pas, d'accord, je ne suis pas la justice et je ne peux pas établir un certificat de nationalité pour M. Alassane Dramane Ouattara. Par contre, je peux établir un passeport diplomatique pour sa mère. Mais le 28 octobre 2000, bien avant, parce que le forum a eu lieu en 2001, le 28 octobre 2000, bon là je cite le média, le Parisien, Ouattara fait, d'accord, une interview. Il dit, je ne reconnais pas le pouvoir de Laurent Gbagbo. Il est chef d'État de fait. Je ne reconnais pas et je demande à l'ONU et à la communauté internationale de reprendre les élections en Côte d'Ivoire. Alors pourquoi à ce moment-là, ce que M. Ouattara disait, c'est cohérent et puis pour les autres, ça ne semble pas cohérent? Moi, je ne vous comprends pas. Un parti politique, si le parti politique fait son communiqué, il dit je ne reconnais pas le pouvoir là, c'est son droit. Celui qui veut, il reconnaît. Et la vie politique, elle est dynamique ainsi. Non, la vie politique, elle est dynamique. Moi, en fait, j'ai l'impression que... En réalité, tu ne m'as pas écouté. Non, je vous ai écouté. Je vous ai bien écouté. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. J'ai fait l'effort de vous laisser être président. D'accord, terminé. Je vous ai bien écouté. Je dis, si M. Emmanuel Aka, vous êtes convaincu que M. Emmanuel Aka a été envoyé par le PPACI ou par le président Laurent Gbagbo, d'accord, ouais, par le président Laurent Gbagbo pour aller faire cette interview, d'accord, nous, on prend dans le temps, chronologiquement, ce qui a été dit. Quel dernier communiqué a été fait? C'est celui de Danon Didier. Il dit, il ne reconnaît pas le 4e mandat. Un point, un trait. Celui qui veut reconnaître pour entrer dans la République, reconnaissez. Le PDCI veut le faire, reconnaissez. Le COJEP veut le faire, reconnaissez. MGC veut le faire, reconnaissez. Si le PPACI revient pour dire, en fin de compte, on s'est rendu compte, on le reconnaît, ça c'est leur droit. Mais pour l'instant là, ils ne reconnaissent pas le 4e mandat, il est illégal, point. Mais à quel titre a parlé M. Aka alors? Ah, bah voilà, on dit au nom de M. Laurent Gbagbo. Au nom de M. Laurent Gbagbo. Non, le PPACI a dit le contraire. Voilà la stratégie de Laurent Gbagbo. À chaque fois qu'il y a un événement, il envoie un membre de son cabinet ou il produit un courrier. Quand ça chauffe, quand ça chauffe, on envoie le parti politique pour venir sauver. Ça a été le cas. Le 8 décembre, on a fait un courrier, ça chauffait. On a envoyé le parti politique venir. Là, on a envoyé l'ambassadeur Emmanuel Aka. Quand ça commençait à chauffer, on a envoyé le PPACI venir pour lui. Mais ça chauffe par rapport à qui? Et puis ce que tu es en train de dire, franchement, sont sérieux. Oui. On ne peut pas dire que je ne reconnais pas telle personne comme une autorité. Et puis demain, chercher à bénéficier de l'effet de son autorité. C'est ce que j'appelle incohérence. D'accord. Elle est d'abord rationnelle avant d'être politique. Je ne peux pas dire, toi là, tu n'es pas mon président, et puis je vais chercher l'effet de ta présidence en termes de signature, peut-être pour gracier ou pour aider à libérer certaines personnes. Quand tu reviens sur l'affaire Fani Ibrahima, maire de Boaké à l'époque, mais la réponse de Laurent Gbagbo est claire. Oui, mais je n'ai pas dit le contraire. Mais non, Laurent Gbagbo dit, ce n'est pas moi qui signe les certificats de nationalité. C'est tout. Oui, mais alors, quelle était l'initiative de Fani Ibrahima vers M. Laurent Gbagbo? Il va le voir parce qu'il est président de la République.
Mais il va le voir parce qu'il est président de la Ah, République. d'accord. C'est Donc, lui. en fait, il va le voir parce qu'il est président de la République. Fanny Ibrahima, militant cadre du RDR. Oui. Pas pour le compte du président du Est-ce que RDR. Fanny qui ne Ibrahima, quand reconnaît il pas. est arrivé au nom du RAGP, Mais du RDR, il demande son certificat de nationalité ou celui de M. Ouattara? il peut demander celui de Ouattara Donc, en à fait, titre individuel et personnel. donc, il va sans l'initiative de M. Ouattara demander des certificats de nationalité. À titre individuel Non, et je pose personnel. une question. Est-ce C'est qu'il part- une initiative qu'il prend à titre personnel et D'accord, individuel. sans aviser son président de parti. Donc, bon, finalement, ça, je suis d'accord avec ce que tu dis. Non, mais Restons dans ton hypothèse. Restons dans Oui. ton hypothèse. Oui. Parce qu'en 2001, Oui, ça là, ça s'est passé. oui, Donc ça là, en 2025, oui. 24 ans plus tard, Oui. ça doit être pareil. Mais monsieur, c'est pas un C'est scoop. quoi ça? Non, mais monsieur le C'est dans quel pays on avance Monsieur, pas? monsieur le président. C'est dans quel pays on Non, n'avance pas? c'est pas une question d'avancer. Qu'est-ce que vous appelez C'est par dans quel pays on Non, n'avance qu'est-ce que pas? vous appelez par une avancée? Je ne reconnais pas une autorité et puis je vais chercher l'effet de son autorité. Mais alors, C'est quoi ça là? est-ce qu'on ne subit pas? Non. Attendez, est-ce qu'on ne subit pas? Non. On ne subit pas. Attendez, président. Est-ce qu'on ne subit pas, d'accord, l'effet de la gouvernance Ouattara, que l'on veuille ou pas? Parce qu'il est là par la force, cher monsieur. On ne peut pas faire autrement. Il est là par la force. Quand C'est il ce est qu'on appelle avoir de l'honnêteté C'est pas de l'honnêteté. intellectuelle Non, c'est pas de et l'honnêteté. le reconnaître finalement. Et puis on va avancer. Non, non. Quelqu'un qui usurpe, d'accord, par le pouvoir et la force, le pouvoir, il est là. Pourquoi vous traitez les autres de putschistes? Mais ceux qui sont putschistes, ils payent les fonctionnaires. Est-ce que tous ces fonctionnaires sont d'accord avec les putschistes? C'est pas des putschistes. Non, non. Ah bon, là, en fait, Ils ont fait des coups d'État. Mais alors, donc les putschistes, normalement, est-ce que les putschistes, ils ont un mérite constitutionnel? Mais qui pas démérité? Non, alors, ces putschistes-là, est-ce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas accès aux affaires de l'État? Alors, donc vous dites, aïe, encore, je vais encore plus loin. Allez-y, Non, ça. en fait, tout à l'heure, il a dit quelque chose d'intéressant. C'est malhonnête, d'accord, de ne pas reconnaître l'autorité de quelqu'un et de bénéficier de ses effets. Ah bon, d'accord. Non, président, vous reconnaissez qu'Alassane Ouattara est le premier des malhonnêtes parce que c'est faire des monuments de Premier ministre. Il ne reconnaissait pas Gbagbo. Mais quand Gbagbo a signé là, il n'a pas refusé. Donc, en fait, on est dans un cycle de malhonnête. non, mais c'est un effet. Non, Gbagbo, en tant que vraiment. président, signe le rattrapage des frais d'émolument. Moi, Ouattara ne le comme ça, reconnaît pas. moi, je suis Mais pas dedans. Comment ça, président? Ce type de bavardage, non. Ouattara fait ça, Ouattara fait ça. 25 ans après, on revient sur les Ce qui choses. est intéressant, il dit, le président nous dit, Non, mais voilà, je termine par là. Les émoluments, Oui. calmons-nous, Oui, les président. émoluments d'un ancien chef d'État, c'est un viagère d'un ancien chef d'État ou ministre ou quoi que ce soit, ne sont pas liés à la volonté du prince, c'est-à-dire à la volonté du président, sont liés au fonctionnement de l'État, c'est-à-dire D'accord. de la République. Que tu sois, Laurent Gbagbo est ancien président. D'accord. Quoi qu'il arrive, il soit d'accord avec Ouattara, il ne soit pas d'accord avec Ouattara, ça allait être, il va avoir ses émoluments. C'est comme tout fonctionnaire. Oui. Fonctionnaire, tu es RHDP, tu n'es pas RHDP, tu vas recevoir ton salaire. D'accord. Donc, sortons de ce type de bavardage ou d'amalgame qui ne servent à rien. C'est une initiative faite sous Laurent Gbagbo. Je le dis C'est une initiative faite sous Laurent Gbagbo qui a été votée au Parlement. D'accord. C'est-à-dire c'est une initiative de Laurent Gbagbo qui ne reconnaissait pas. Parce que ça n'existait pas auparavant. Je vais le dire. Moi, quand je dis ça là, ce n'est pas pour que les gens là restent en prison. Non. Je l'ai dit sur ce plateau ici depuis longtemps. Et je le dis à chaque fois. Dans ce pays-là, il est bon qu'on s'asseye et qu'on discute. Aujourd'hui, ce que le PPACI est en train de faire, c'est ce que j'appelle, ils sont en train de faire, ce qu'on a dit depuis le début là. Ils sont en train de faire ça aujourd'hui. C'est le contraire, là. Ils sont en train d'être rattrapés par la réalité. Non, Non, ça c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité là que vous appelez gouvernance de fait. C'est de cette réalité. Mais la gouvernance de fait, c'est une usurpation du On va pouvoir. écouter Norbert. Allez-y, Norbert. Ah, président. Allez-y, Norbert. Ouais. Bon, je vais m'occuper de toi. J'espère que tu as pu te cacher. D'abord, une petite parenthèse concernant les prisonniers. Okay. Je rappelle que, parce que l'ambassadeur Emmanuel Auguste Aka a parlé de ces prisonniers accusés de terrorisme. Hein. On a même vu l'honorable Soumaïla Breidoumi être accusé, heureusement qu'il bénéficie de la présomption d'innocence, de terrorisme. Alors, bon, moi, je vis à 6000 km, je n'ai pas la même notion du terrorisme. Hein. Je rappelle par exemple, c'est un exemple, mais je pourrais en donner plusieurs, que les terroristes qui ont commis les attentats du 11 septembre 2001 à New York.
à New York et à Washington étaient au total 19. Là, en Côte d'Ivoire, il y a 1 millier de terroristes qui sont mal à Maca. Alors si, c'est terrifiant, quoi. Non, tout ça est grotesque et Emmanuel Aka avait raison de le souligner. C'est ça aujourd'hui la Côte d'Ivoire. C'est ça, ok. Bon, alors c'est bien, Jean-Paul, tu as eu un mot pour ces terroristes, ce millier de terroristes, et tu es d'accord que ça serait bien qu'on admette tous que leur place n'est pas en prison. Fermez la parenthèse. Maintenant, je vais parler quand même du président. Les téléspectateurs qui viennent d'assister à cette joute verbale entre le président Avi et Atoum Blanc ont remarqué l'air goguenard de notre ami Jean-Paul Aureau. Et regardez-le, il est tout content. Il la tient, son affaire. Ça fait un bon bout de temps. Eh oui. Alors moi, bref, j'étais pas très motivé pour parler de ce sujet, parce que c'est vrai que il faut bien admettre que il y a un gros problème, quoi. On est bien d'accord, je te l'accorde. Mais je trouve que tu as le triomphe un peu trop facile. Tu y vas, tu déroules. Franchement, bon, Jean-Paul Aureau, qui, selon mes informations, a eu une formation initiale plutôt à gauche et qui, sur ce plateau, passe son temps à défendre un pouvoir de droite, celui d'Alassane Ouattara, il n'est pas le seul, quoi. Il est à bonne école en Côte d'Ivoire. En effet, je pense sincèrement que je ne comprends pas ce que le PPACI fait dans cette galère. Pourquoi a-t-il envoyé l'ambassadeur Aka sur le plateau du confrère? Je ne comprends pas. Franchement, qu'est-ce qu'ils espèrent? Qu'est-ce qu'ils attendent? Le directeur de la communication du PPACI, coucou, Ibrahim Sissavané, mais qu'est-ce qu'il fait? Quand on va dans une interview, il ne faut pas venir ensuite se plaindre parce que ça s'est mal passé, quoi. Bon, je vois que Carlyle fronce les sourcils en disant « Ouh là là, Navarro, où va-t-il » Bah oui, je vais parler de l'intervieweur, parce que dans une interview, il y a l'interviewé, puis il y a l'intervieweur, et je sais que c'est ton ami, mais franchement, moi, on peut parler quand même des journalistes. Là, je taquine Jean-Paul Aureau, mais sinon, j'ai jamais répondu aux attaques scandaleuses que beaucoup de journalistes ivoiriens ont pu proférer contre moi, publiquement. C'est pas le problème. Mais là, en l'occurrence, c'est un Français. Alors, il n'est pas que français, me dit-on, il paraît qu'il est aussi, ivoirien, ce qui était assez sympa. Hein. Voilà un nouveau ivoirien qui trouve tout à fait normal d'être ivoirien et qui trouve tout à fait normal aussi, probablement, que Tidiane Thiam, le descendant direct de Fouet-de-Boigny, ne soit pas ivoirien. Parenthèse fermée. Mais ce monsieur, moi, on ne s'est jamais vraiment croisé, mais on a travaillé dans le même groupe en 2010 lors de l'élection présidentielle que moi je considère et que je l'affirme, qui a été triché, qui a amené Alassane Ouattara au pouvoir. Lui, il était dans l'autre bande, dans l'autre clique. Mais enfin, qu'est-ce que le PPACI peut espérer d'un homme comme ça? Je suis désolé. Je suis désolé. Je reste dans le sujet. C'est un piège d'interview, c'est un piège à votre avis? Non, mais on refuse, tout simplement. On n'y va pas, c'est tout. Nous, on veut bien interviewer l'ambassadeur Emmanuel Aka sur le plateau de la bande à Carlyle, admettons, mais c'est au PPACI à dire oui ou non, on y va ou on n'y va pas. Et si on y va, on envoie qui? Et on envoie qui auprès pour être confronté à qui? Je dis la chose suivante. Là, parce que comme c'est aussi un Français, que moi je suis Français, que j'ai pris les positions que j'ai prises concernant la crise ivoirienne dès 2008, en fait. Dès 2008, je dis la chose suivante. On regarde qui est l'intervieweur, ok? Et qui est-il? On le sait.
Okay, il a un point commun avec notre ami Jean-Paul Auroux, c'est que c'est un homme de gauche. Il a commencé au Parti Socialiste, chez les Rocardiens. Et aujourd'hui, on sait très bien ce que c'est que le Parti Socialiste français. Son grand copain de parti, Manuel Valls, un jour a fini par le dire. Il y a deux gauches irréconciliables en France. Et ces gens-là, qui sont des gens de gauche, qui soutiennent un pouvoir de droite, celui d'Alassane Ouattara, exactement comme fait Jean-Paul Auroux, qu'est-ce que le parti de gauche, qu'est-ce que le parti de gauche, le PPACI, le parti de gauche ivoirien va faire dans cette galère? Vous attendez quoi? Vous voulez que la gauche française vous aime? Elle ne vous aimera jamais. Elle ne veut pas de vous. Même si ce plateau, il aurait les mêmes questions, peut-être même pire. Hein. Ici, on est intransigeant. Donc, c'est pas une question de. Non, entendons-nous. Oui. Je vois pas pourquoi moi, Navarro, on dit voilà, Navarro, il est ci, il est ça, il est l'autre, il défend Gbagbo. Remarque. Donc vous accusez Dina Serra, notre confrère, d'être en collision avec le parti présidentiel. Il fait même partie du Serra, puisqu'il a épousé la fille d'un ambassadeur que j'ai connu, que j'ai croisé, à la commission personnel quand même. Et alors, je m'en fous. Pourquoi quand on m'attaque moi pour des raisons personnelles, qu'est-ce que je me défends pas? Pourquoi je le ferais pas? Ce que je veux dire, c'est que c'était programmé, c'était évident et il fallait pas y aller et il y est allé. Après, on met pas les paroles dans sa bouche aussi. Alors après que le président Auroux goguenard devant les caméras de Global Africa Télé Sud déroule, je le comprends, il a raison. Donc c'est pas la faute du président, c'est il a raison. Un accident de la part. C'est une erreur de communication majeure. Donc c'est pas la faute de Dina Serra. Non, bien sûr que non. Premièrement, une prise de parole qui a duré pratiquement 5 minutes. J'ai eu droit à 2 minutes pour moi personnellement, où il n'a rien dit. Si. Il vous a rendu hommage, président. Mais oui, c'est vrai en plus dans le fond. Ouais, vous avez vraiment hommage. J'ai dit que t'étais goguenard, que t'étais content, j'ai dit que c'était ton quart d'heure américain. T'es heureux comme tout. Parce que là tu triomphes. Regardez, mes chers téléspectateurs, regardez l'air épanoui de Jean-Paul Auroux. Président. Il est heureux comme tout. Il boit du petit lait. Il s'est rasé en plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Je me suis coupé les cheveux juste pour rafraîchir mes idées. Ça en honneur au PPACI. Deuxièmement, couper les cheveux pour rafraîchir mes idées. Rappeler à Norbert que Si Savané est le directeur de la communication du PPACI et non du cabinet du président Laurent Gbagbo. Deux entités différentes. C'est deux entités différentes. Oh non, mais attends, ça veut dire qu'il y a un directeur de la communication au cabinet du président Gbagbo? Non, il n'y en a pas. Je ne sais pas. Ah ben, je te dis que non. Je ne sais pas. Eh ben, mais ce que je sais, je suis une bonne source, hein, tu sais. Ce que je sais, Si Savané est le directeur de la communication du PPACI. Donc, sur ce Quel est l'intérêt de ça? Je fais ça pour que tu comprennes que Si Savané n'a rien à voir dans la présence de l'ambassadeur Emmanuel Aka sur le plateau de cette info. Deuxièmement, revenant sur le confrère Dina Serra. Dina Serra est un journaliste libre, qui a le droit d'avoir son opinion. Voilà, là, il déroule encore. Et troisièmement, te fous du monde. Comme tu aimes attaquer les gens au plan personnel. C'est pas vrai, c'est la première fois que je le fais parce que c'est un Français. C'est la seule fois. Je ne suis pas permis de faire ça avec à la fille d'un ambassadeur. Bah, ouais. Il n'est pas marié à la fille d'un ambassadeur. Tu te trompes. Ouais, c'est ça. Voilà. Peut-être de bonne foi, mais tu te trompes. C'est ça. Et puis, on n'en a vraiment pas besoin. Moi, personnellement, c'est quelqu'un que je connais. Ouais, que tu aimes bien. Forcément, vous êtes sur les mêmes positions. Il fait son travail librement. Oui, maintenant, sûr, comme toi. Moi, j'ai eu j'ai dit ce que j'avais à dire sur l'interview de Emmanuel Aka. Ouais. Lui-même, il vient de le confirmer. Ça a été un désastre, cette interview. Ouais. Et je le dis encore une fois. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo a envoyé maintenant le PPACI pour venir arranger ce que Emmanuel Aka a gâté. On a compris. Donc, c'est embêté, Norbert. Ce que Norbert vient de dire. Il m'énerve. Ce que Norbert vient de dire. Attends, est-ce que je peux terminer, Khalil? Je pense qu'on donnera le poste. Tu n'as pas le triomphe le poste modeste. de Si Savané à Norbert, parce que. Alors, pas du tout. Je réclame rien, mais amenez-moi. Comment ça s'appelle?
s'appelle-t-il, Dina Serra sur ce plateau. Là, je vous promets qu'on va bien s'amuser. Alors moi, ce qui est intéressant en fait par rapport à ce qui a été dit en ce qui concerne le côté catastrophique de l'interview, moi j'aimerais juste dire quelque chose. Parce que j'ai entendu le président Jean-Paul Auroux répéter à chaque moment, en fait ils lancent un jet et quand ils voient que les gens commencent à gronder, automatiquement ils font un rétropédalage. Il n'a pas dit rétropédalage. Hein. On envoie les J'ai dit, papiers. quand le cabinet GATT, on envoie le PPACI venir trouver des formules politico-politiciennes pour arranger la situation. Alors, moi, ça m'intéresse. Le gars a fini de gâter, on a envoyé le PPACI qui est venu dire non. Le PPACI ne veut pas rentrer dans... Il y a une prétendue rumeur. PPACI répond maintenant à rumeur. Moi, ça m'intéresse. Moi, c'est ce point qui m'intéresse. Ouais. Mais en fait, dans le fond, ce n'est pas mauvais. Mais qui sont ces personnes qui grondent? Pour qu'à chaque fois le PPACI vienne faire un communiqué pour corriger. Qui sont ces personnes qui mettent la pression au parti à un tel point que automatiquement le parti... Ce sont les militants. Ah, les militants. Donc les militants sont entendus. Mais c'est une bonne chose parce qu'en Côte d'Ivoire, on a l'habitude de dire qu'en fait les militants ne sont pas écoutés dans les partis. Il faut sortir non, c'est très important. Parce qu'on nous dit souvent en Côte d'Ivoire que les militants sont des bonariens, ils sont utiles quand il s'agit de voter, on ne les écoute pas, c'est de tradition en Côte d'Ivoire. Pour une fois, si on me dit que... pronom impersonnel, pronom imbécile. Pour une fois, non mais c'est important, pour une fois, si on me dit... On me dit en Côte d'Ivoire, pour une fois, dès que des militants grondent, c'est-à-dire l'instance dirigeante écoute les militants, c'est une très bonne chose. Et moi, je dis, c'est une très bonne chose. Parce que les militants ont leur point de vue à donner. On a souvent tendance à minimiser et sous-estimer les militants en Côte d'Ivoire. On dit que ce sont des gens qui agissent par émotion. Et on a l'impression que ceux qui sont en haut sont des gens qui sont assez pragmatiques. Ce sont ces personnes pragmatiques-là qui nous mettent dans les problèmes aujourd'hui. Donc, qu'Emmanuel Aka ait fauté et que le communiqué ait fait sortir les militants du PPACI et qu'on ait écouté les militants du PPACI, c'est une très bonne chose. Parce qu'au moins, là, ces gens-là, ils veulent continuer avec le quatrième mandat illégal. Emmanuel Aka, là, ils veulent continuer. Il parle à Laurent Gbagbo. Ce qu'il est venu dire sur le plateau, ce qu'il est venu dire sur le plateau de Dina Serra, c'est ce que Laurent Gbagbo pense, c'est-à-dire discuter avec Alassane Ouattara. D'accord, ok. Maintenant, comme M. Laurent Gbagbo pense discuter avec Alassane Ouattara, M. Laurent Gbagbo aussi a écouté les militants. Il a dit ma parole n'est pas prédominante par rapport à celle de mes militants. Vous avez pour habitude de dire que Laurent Gbagbo est traité comme un gourou ici. C'est vous qui dites que quand Laurent Gbagbo décide, personne ne dit mot, tout le monde le suit. Pour une fois, c'est le contraire, vous vous plaignez. Qu'est-ce que vous voulez? En fin de compte, il y a certains Ivoiriens qui veulent que tout le monde soit d'accord avec le quatrième mandat illégal d'Alassane Ouattara. Et je dis, le parti qui veut que ce mandat-là ne soit pas légal, il le décide. Si vous voulez, allez-y danser avec Ouattara. Les autres, ceux qui ne veulent pas danser, ils vont continuer dans la dynamique. Pourquoi vous voulez que les autres suivent forcément? Pour terminer. Voilà. Ouais. Non, bah, bravo aux efforts des. Non, mais c'est le président qui m'inspire. C'est mon père formateur en plus. Non, mais bien sûr. Mais là sur ce coup-là. Quoi faire pour rafraîchir les idées? Non. Petite confidence personnelle. Lorsque j'étais correspondant des RFI à Abidjan, j'ai souvenir qu'à plusieurs reprises, j'ai taquiné le président Gbagbo, président de la République, pour ses amitiés à gauche, en lui disant « Mais comment, président, pouvez-vous continuer à être socialiste quand on voit la manière dont vous êtes traité par le Parti socialiste ?» Je rappelle quand même que le premier secrétaire de l'époque, un certain François Hollande, qui va par la suite devenir président de la République, avait décrété que Gbagbo était infréquentable. Okay, et ces gens-là, ils continuent à officier. Et c'est notamment le cas du camarade Dina Serra, qui a fait partie de cette bande, qui était à France 24. Je sais comment il est arrivé à France 24, je sais comment les choses se sont passées. Je me suis heurté à cette espèce de clique qui aujourd'hui encore continue à croire qu'ils ont un avenir alors qu'ils n'en ont pas, ils n'en ont aucun, ni au niveau de la France. Il n'y a que Hollande pour croire qu'il est capable de redevenir président de la République, ni au niveau des affaires du monde, parce qu'on voit que le monde est en train de s'écrouler sur leur tête. Mais ça
fait rien, ça continue, faut tenir, parce qu'on est sûr que la France ne lâchera jamais la Côte d'Ivoire, alors on se met du côté du manche, quitte à défendre un pouvoir de droite, ok. Et alors je constate aussi que sur ce plateau de la bande à Carlyle, on a un préposé qui s'amuse à ce genre de truc. Moi je le laisse avec ses problèmes de conscience, notre ami Jean-Paul Aureau. Et oui, je défends Laurent Gbagbo, parce que c'est un grand homme historique, et en tant que journaliste, on ne peut pas être indifférent à ce genre de choses. Bon, voilà, point barre. Et puis deuxièmement, la manière dont il a été traité par la France est une ignominie. Point final. Là, il y a eu une bêtise. J'ose même dire le mot, une connerie de communication qui a été faite. D'accord, tu déroules, c'est bien, t'es content, mais je pense pas qu'on puisse en tirer des leçons politiques. Je pense pas. Ah bah si, il y a beaucoup de leçons politiques à tirer. Bon, en fin de compte, t'as pas fait l'émission. Non, mais finalement, on a passé le temps à insulter mon ami Dina Serra. Non. Compliqué. Je n'ai pas insulté, hein. Je n'ai pas insulté. Et je suis prêt à dialoguer avec lui quand il veut. Il n'y a aucun problème. Président. Donc moi, pour terminer, tout simplement, on a dit que, vous voyez, avec la configuration que nous avons en Côte d'Ivoire, le RHDP, en tout cas pour les 5 prochaines années à venir, le RHDP va dérouler sans avoir peur de qui que ce soit. Même pas de Norbert. Personne. Ils vont dérouler à l'aise. Et il a dit 5 prochaines années. Au moins. Parce que, oui, c'est ça. Parce qu'il a sa boule de cristal. Eh ben non, parce qu'il peut peut-être se passer des choses dans les 5 années qui viennent. Laisse terminer. Oui, allez-y. À moins d'une catastrophe naturelle, le RHDP. Quelle catastrophe? Ça serait quoi une catastrophe? Ce qui serait bon aujourd'hui pour l'opposition ivoirienne, surtout pour le PDCI, qui est la véritable formation aujourd'hui, je pourrais dire, de l'opposition en Côte d'Ivoire, de réfléchir et de penser à nous proposer, aux Ivoiriens une alternative à la société que Ouattara propose aux Ivoiriens. Mais elle existe. Sortons de cette logique de penser à un homme providentiel, à un génie politique. Oui. Ou voilà, véritablement, il faudrait que ce soit cela. En tout cas, je pense qu'on a fini là. Oui, non. Non, mais juste pour ça va, là, les anarchistes. Pour la fin, juste en fait, déjà une petite pensée à Maître Blessy. Lors de la session inaugurale qui a été boutée en touche concernant, et le président il rigole en plus, qui a été boutée en touche, d'accord, en ce qui concerne la présence des directeurs généraux des structures publiques, hein, d'État, d'accord, il n'y a pas eu d'informations, d'explications claires de la part du doyen Diawara, et en plus une petite pensée aussi pour le groupe parlementaire du PDCI-RDA, parce que selon certaines nouvelles, j'apprends que des poids quand même politiques en tant que député, celui de Port-Boué, celui du Plateau et celui de Cocody serait pas en odeur de sainteté avec le groupe. Faut dire des noms, docteur Emou, Jacques Emou et M. Yassé, d'accord, ne serait pas en odeur de sainteté avec le groupe parlementaire du PDCI-RDA. Donc on regarde. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Dis-le alors à ce moment-là. Dis tout. Non, nous sommes à la fin. C'est une info Global Africa. On reviendra dans nos. On peut en parler. Non, c'est fini. On reviendra dans nos prochains numéros. Atom Blanc a cassé le morceau, il faut le dire. Non, parce que là, les téléspectateurs attendent. Mais c'est une info. C'est une info. Vous avez plus d'infos dessus? Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc vous confirmez l'information d'Insa? Oui, je confirme l'information d'Insa. Yatsé, Emou et Hugo ont essayé quelque chose et ça a fait pchit une fois encore. Alors, ça commence à faire beaucoup au PDCI. Hein. Il y a eu, comment s'appelle-t-il, Billon, j'ai presque oublié son nom, celui-là, avec Valérie Yapo. Il y a eu Guy Kawé. Il y a eu qui encore? J'en oublie, là. Et là, c'est encore un petit trio qui a essayé de faire mumuse. Ça va aller, ils vont aller jusqu'où? Un petit trio, Emou, qui est l'ancien secrétaire du... Ça ne marche pas. L'homme à abattre, c'est Tidiane Thiam. Ils veulent absolument le réduire. Et s'ils considèrent qu'il faut le réduire, c'est qu'ils ont peur de lui. En tout cas, les infos déjà, ce plateau, je pense qu'on se verra. Jeudi après législative, c'est la crise au PDCI. On se verra ce jeudi pour aller ça a l'air de te réjouir. Sur ce ça a l'air sujet. de te réjouir. Norbert, merci beaucoup. Vous étiez très en jambes aujourd'hui. Pourtant, vous étiez malade. Je suis très heureux quand même de savoir que vous étiez... Quand il a le piqué. Parce qu'il m'énerve, parce qu'il a le triomphe qui n'est pas modeste. C'est ça que je le reproche. Pour une fois, le président avait raison. Oui, bah oui. Merci beaucoup. Je suis de tout cœur avec vous.
Merci. Merci à vous d'avoir côté. Merci à Romain Kiko. Salutations à Jean-Yves, à Henri, Maître Kakou, Erika et voilà, tous les téléspectateurs. Et Dalini. Et à Dalini qui est à côté. Elle vient après moi. Bonne soirée.